En général et malheureusement, les candidats ne prennent pas le temps d'analyser les offres d'emploi. Parce que vous lancez une offre d'emploi, en 5 minutes, vous avez déjà une vingtaine de candidatures. Ça veut dire que le candidat n'a pas pris le temps d'analyser l'offre. Alors que dans chaque offre, il y a des détails et il y a des instructions. Dans ce premier numéro de l'émission Angle de réflexion, nous recevons le seigneur du recrutement. Nous allons lui donner l'opportunité de se présenter. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît, nom, prénom et donnez-nous le nom d'une personnalité qui vous inspire. Je suis Karim Yabré, je suis gestionnaire des ressources humaines, précisément ingénieur du recrutement. Disons, une personnalité qui m'inspire beaucoup, ça sera nettement le président Thomas Sankara. Et pourquoi? C'est un homme qui a tellement inspiré des générations, même après son passage, de sorte que ses idées sont applicables dans n'importe quel secteur de la vie humaine. Vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes gestionnaire des ressources humaines. À quoi consiste ce travail exactement? Grosso modo, le métier de gestionnaire des ressources humaines consiste à gérer le cycle de vie du personnel. Ça veut dire trouver des ressources humaines, donc qualifiées, en nombre suffisant. Mais après cela, il y a un travail en arrière-plan qui va consister à la gestion de ces ressources humaines-là jusqu'à leur sortie de l'organisation. Vous venez de parler de recrutement. Comment on fait pour détecter les talents lors de ces différents recrutements? Disons, pour détecter les talents, il y a beaucoup de critères que nous prenons en compte. Voilà, parce que quand nous proposons par exemple un poste sur le marché, c'est sur base de ce qu'on appelle le descriptif de poste. Donc le descriptif qui va définir un peu en quoi va consister l'activité au poste. Et il y a le profil de poste aussi, donc le profil de poste qui va définir le portrait robot du candidat que nous cherchons. Et ces différents critères en fait sont interliés. Donc en fonction de ces critères-là, on arrive à évaluer donc le profil du candidat comparativement au profil recherché. Donc du coup, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas une comparaison des candidats entre eux, mais c'est une comparaison de chaque candidat avec le profil que nous recherchons. Monsieur Yabré, lorsqu'on aperçoit par exemple une offre d'emploi sur Internet, quelles sont les précautions à prendre pour pouvoir postuler? Quand on est en contact avec une offre d'emploi, la première conduite à tenir, c'est d'analyser l'offre, voir les consignes données par les recruteurs, parce que très souvent on donne des consignes, on peut vous donner des informations qui peuvent être des textes, mais tout ce qu'on demande aux candidats de mettre en objet, ce sont des codes qui vont permettre aux recruteurs de repérer les candidatures, parce qu'on peut avoir 15 recrutements au même moment, mais les candidatures reçues dans la même boîte de réception. Donc le recruteur, généralement, il va donner des instructions. Et s'il ne donne pas les instructions, il faut copier textuellement l'intitulé du poste. Mais c'est d'analyser l'offre pour voir déjà les instructions que le recruteur a données et suivre ces instructions. Parce que lorsqu'on ne suit pas ces instructions, on pourrait se voir pénalisé. Quand je recrute par exemple deux ingénieurs statisticiens, dont un à Bobo et l'autre à Banfora, je vais nécessairement demander au candidat de préciser la ville en objet. Donc, un candidat qui ne précise pas la ville en objet pourrait se voir bien sanctionné. Alors, maintenant, même pour l'envoi de la candidature, il faut renommer le CV de sorte que sans avoir besoin d'ouvrir le CV, le recruteur puisse savoir que ça, c'est un CV qui appartient à tel candidat. Donc, par exemple, si vous êtes Ouedraogo Adama, ça sera CV Ouedraogo Adama. Donc, ça donne les informations d'identification au recruteur. Par contre, les CV renommés tels que CV, CV.pdf, curriculum vitae, scan 1, tout ça, ça ne permet pas en fait au recruteur de vous identifier. Et si vous prenez un recrutement où vous recevez 800 candidatures, dans les 800, si vous avez 300 candidatures, CV1, CV2, vous êtes obligé de les renommer pour que même tout ça puisse tenir dans le même dossier. Et comme je suis dans l'embarras même du choix avec 800, 900 candidatures pour un seul poste, je ne vais pas blaguer avec les candidats qui n'ont pas suivi les consignes. C'est que les très
important pour un candidat de toujours bien renommer ses fichiers et de suivre les instructions données par le recruteur et de ne surtout pas en faire autrement. Comment bien se préparer avant un entretien d'embauche? Bon, disons, l'entretien, c'est déjà le mental, parce que si on stresse, quel que soit notre maîtrise du sujet, on risque de faire une mauvaise prestation. Donc, on doit comprendre que l'entretien, c'est pas un jugement, c'est un échange avec un jury qui veut mieux comprendre nos motivations et l'adéquation de notre profil avec le profil du poste à pourvoir. On doit comprendre qu'en face de nous, il y a des humains, c'est pas en fait un des super humains. Donc, il n'y a rien qui devrait en fait nous stresser. Donc, gérer en fait le mental pour ne pas stresser. Maintenant, comme je le disais tantôt, l'entretien, il faudrait chercher, c'est pas surtout des questions de bonne ou mauvaise réponse. C'est le niveau de compréhension du poste et de ses enjeux que le recruteur veut évaluer. Donc, je pourrais donner de bonnes réponses simplement parce que j'ai bien retenu mon coup, mais en fait, sans forcément maîtriser le sujet. Donc, pour bien maîtriser le sujet, je dois prendre le descriptif de poste qui est forcément dans la vie de recrutement. Je vais analyser de façon encore plus détaillée parce qu'au niveau du test écrit, pour préparer cela, il faut analyser. Là, mais au niveau d'entretien, il faut aller encore plus en détail. En dessous de chaque principal, il faut que je dégage sur du papier, par exemple, les principales responsabilités. Ça, il est à moi de déterminer cela, même si dans certaines offres, on donne déjà cela. Et en dessous de chaque responsabilité, quelles sont les éventuelles activités qui peuvent être rattachées à ces responsabilités-là. Et donc, quand je finis de faire ces analyses, je cherche à savoir alors quelles pourraient être grosso modo les attentes de mon futur employeur si je suis retenu. Donc, ça va me permettre de comprendre de long en large le poste, ses enjeux. Donc, sans faire de récitation, je serai très à l'aise à discuter avec le recruteur. Comment un candidat peut-il se démarquer par rapport aux autres lors des entretiens? Pour se démarquer de la masse, un candidat doit d'abord puiser dans son potentiel. Il doit aller au-delà de la routine quotidienne. Je prends pour exemple, lorsque je suis en apprentissage à un poste, je vais avoir affaire à des activités quotidiennes régulières. En même temps, il y a au moins 2 millions de personnes qui font les mêmes activités ailleurs. Donc, mes chances théoriques de me démarquer de ces personnes sont quasi inexistantes. Il y a des activités qui sont en lien avec mes fonctions, mais qu'on ne rencontre pas tous les jours. Alors, ce sont ces activités-là qui peuvent me permettre de me démarquer. Donc, je vais chercher à les comprendre. Là, je ne les rencontre pas tous les jours. C'est moi qui vais à leur recherche, chercher à les comprendre et essayer d'initier à ces activités. Parlez-nous de 3 mauvaises habitudes que les candidats ont durant le processus de recrutement. Nous allons plutôt parler d'attitudes inappropriées. Déjà, c'est au niveau des candidatures. En général et malheureusement, les candidats ne prennent pas le temps d'analyser les offres d'emploi. Parce que vous lancez une offre d'emploi, en 5 minutes, vous avez déjà une vingtaine de candidatures. Ça veut dire que le candidat n'a pas pris le temps d'analyser l'offre. Alors que dans chaque offre, il y a des détails et il y a des instructions. Si je vous donne un simple exemple, quand on publie une page complète d'une offre, ça fait au minimum 200 000, 250 000, ça c'est le minimum, mais sinon ça peut aller au-delà. Et donc, on peut bien sûr réduire l'offre pour pouvoir payer moins, mais quand on donne toutes ces informations et on paye cher, c'est parce qu'on juge ça nécessaire pour la préparation du candidat. Donc, on peut donner un terme exact à mentionner en objet et rien d'autre. On peut demander certaines informations spécifiques à mentionner en objet. Du coup, quand le candidat n'analyse pas l'offre, il envoie sa candidature, bien sûr, il ne va pas respecter ses consignes. Et quand le recruteur donne ses consignes, c'est parce qu'il en a besoin. Et donc, le candidat qui ne respecte pas ces consignes-là pourrait donc se voir pénalisé. Au-delà de cet aspect-là, il y a la préparation, donc des tests et des entretiens. Généralement, les gens ne préparent pas bien leurs tests, ils ne préparent pas bien les entretiens aussi. Surtout quand ce sont des gens qui ont une certaine expérience. Parce que on se dit généralement, c'est le même boulot que je fais. Mais en fait, quand vous prenez 2 postes, par exemple, de chargé RH dans 2 entreprises différentes, ils ne font pas le même boulot.
Ça veut dire que chacun a son descriptif de poste. Donc, quand on recrute, le descriptif de poste, il est spécifique. Le candidat, se fondant sur ses habitudes quotidiennes, ne va pas préparer son test. Donc, quand il vient en entretien, on sent qu'il est carrément dans le générique. Il oublie carrément la spécificité du poste pour lequel on recrute. Donc, ça fait qu'il va réaliser en fait une mauvaise prestation. De ce que tu viens d'évoquer, quel autre conseil as-tu à donner aux jeunes étudiants, aux jeunes personnes qui désirent avoir un emploi? Je dirais que tout est une question d'organisation. Tout ce qu'on fait dans la société humaine, il faut déjà s'organiser. Et tout dépend de est-ce qu'on est primo-chercheur, est-ce qu'on a déjà un emploi et qu'on cherche un meilleur emploi. Voilà, mais dans tous les cas, il faudrait d'abord avoir un projet de carrière. Ça veut dire que je dois savoir ce que je veux devenir dans les 5, les 10 prochaines années. C'est ce qui va me permettre de me projeter sur les offres d'emploi. Donc, ça va me permettre de voir quelle offre pourrait m'intéresser au regard de ce que je prévois comme évolution professionnelle. Une fois que j'ai déjà un objectif bien défini, donc je vais à la conquête des offres. Quand je rencontre des offres, je les analyse d'abord pour voir est-ce que ça répond à mon profil. Parce que quand je suis gestionnaire des ressources humaines, toutes les offres qui parlent des gestionnaires des ressources humaines, ce n'est pas forcément mon profil qui est recherché. Mais quand je réponds à toutes les offres, à un certain moment, je vais perdre le moral parce que je vais avoir l'impression de faire beaucoup pour très peu de résultats. Mais quand on va prendre dans l'ensemble, on va voir que si les 10 offres qui m'ont intéressé, peut-être il y en a que 3 qui répondent à mon profil. La dernière question, que pensez-vous de ce que les gens disent communément dans la vie quotidienne, qu'il faut forcément connaître quelqu'un pour pouvoir avoir un travail de nos jours? Je ne dirais pas que ce n'est pas fondé, mais ce n'est pas ça la règle. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut bien avoir un boulot sans connaître quelqu'un, et généralement même c'est le cas. C'est vrai, il peut malheureusement avoir des cas où il y a des questions de corruption ou de favoritisme, mais ce n'est pas ça la règle. Quand vous êtes candidat, il faut que vous arriviez à supprimer de votre tête qu'il faut avoir des relations pour pouvoir avoir un emploi. Et c'est déjà très mauvais même de vouloir passer par ces portes-là parce que le milieu de l'emploi, c'est un milieu où tout ce que vous allez engranger, il faut l'engranger avec honneur parce que si vous passez par la fenêtre, à un moment de votre carrière, ça va vous rattraper et ça pourrait même faire une barrière. Voilà, donc en général, en fait, il n'y a pas de question de, c'est comme on le dit, relation. Parce que le recruteur, quand il recrute, c'est pour un besoin bien donné. Donc, il n'a aucun intérêt à aller chercher les candidats qui ne répondent pas à ses besoins parce que c'est lui ou son client qui va en payer le prix.